Salut à tous, c'est Jean-Mi. Vous le savez, tous les mercredis entre 9h et 10h et ensuite rediffusion le dimanche matin 10h, 11h. C'est l'interview de Jean-Mi où je reçois des invités tous plus intéressants les uns que les autres. Aujourd'hui, on va parler de vin et de créments puisque Claire Sersnick nous emmène là-bas. Claire, bonjour. Bonjour. Est-ce que déjà j'ai bien prononcé votre nom ? Oui, vous êtes un des seuls à arriver à le prononcer directement. Bon. Allez, magnifique, ça commence bien. Alors, vous êtes on va dire la représentante aujourd'hui au micro d'Inside Radio de Vin et Créments Luxembourg. J'ai lu sur votre site que le Luxembourg est peut-être petit par sa taille, mais il est grand par son savoir-faire et c'est particulièrement vrai quand on parle de ces vins et créments. Alors, pourquoi est-ce que Claire est en face de moi aujourd'hui ? C'est quoi votre parcours et pourquoi vous êtes là ? Premièrement, je suis la responsable de la communication et de l'événementiel des vins et créments Luxembourg. Ça veut dire que j'essaye de représenter au mieux et de mettre au mieux en vitrine le savoir-faire de nos vignerons. Il y en a 65 vignerons ou domaines viticoles au Luxembourg. C'est quand même sur la taille, c'est assez impressionnant et ça parle aussi pour la diversité des produits. C'est alors parce que Inside Radio est diffusé au Grand-Duché de Luxembourg, mais aussi et surtout, on va dire, province de Namur et province de Luxembourg. 65 vignerons, ils sont principalement géographiquement situés, pour que tout le monde voit bien, en bas à droite, en gros, à la Moselle. En bas à droite, dans la région mosellane. Et qu'est-ce qui vous a amené de prendre ce poste aujourd'hui et d'être là ? Le vin, c'est une passion ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai grandi dans la région mosellane. Donc, vous êtes originaire de là-bas ? C'est ça, oui. Ça aide. Ça aide. Et en plus, mes grands-parents, ils étaient aussi vignerons eux-mêmes. On n'a jamais produit du vin, mais on avait toujours des vignobles où on vendait les raisins. Du coup, j'ai grandi avec. C'était un peu comme Obélix qui était trempé. C'est tombé dans la potion. Oui, on dirait. Ce qui a fait que quand j'avais 16 ans, j'ai eu l'opportunité de devenir princesse du vin. Et en fait, c'est par rapport à ça que je me suis encore approchée bien plus au sujet du vin. Alors, quand vous me dites princesse du vin, moi, je sais pas pourquoi, automatiquement dans ma tête de Belge, je pense au roi des Bleus, à la reine des Bleus. Donc, vous savez ce que c'est ? Oui, voilà, oui. C'est quelqu'un qui fait partie du folklore estudiantin, on va dire ça comme ça. C'est la même chose pour être oui, c'est assez folklore, c'est assez traditionnel en fait. Cette année, on a fêté 75 ans, ou 75, donc pour les Belges. 75 ans de la fête du vin et du raisin au Grevenmacher, et c'est à cette occasion qu'à chaque année, il y a une reine du vin qui est élue. Et à travers ce parcours que j'ai pu faire, j'ai découvert plein de vignerons, j'ai pu goûter des vins et créments luxembourgeois. Et j'étais du coup, en tant que reine, j'étais ambassadrice ici au pays national, mais aussi à l'international. Ce qui a fait que j'ai découvert pas mal sur les vins. J'ai été posé pas mal de questions que moi non plus, j'ai pas su répondre tout de suite, ce qui m'a quand même... Oui, ce qui m'a embêtée parce que étant ambassadrice d'un produit et de ne pas vraiment connaître toutes les réponses, ça m'embêtait, ce qui a fait que j'ai recherché bien plus sur les vins en général. Et c'est là où j'ai découvert que j'ai pu faire mes études en commerce international de vin. Ah, c'était ça ma question. Est-ce qu'il y a eu des études derrière qui ont par ricochet ou Si. Du coup, j'ai fait mes études en commerce international de vin à Geisenheim, une université qui est assez renommée dans tout le secteur viticole. Et c'était du coup là où j'ai appris beaucoup sur le monde viticole, sur l'univers. Et j'ai aussi quand même fait un tout petit stop en Champagne à Reims où j'étais pendant mes études. C'est vrai qu'on est bien placé, l'air de rien. Donc on a le terroir mosellan luxembourgeois qui est là, que vous représentez aujourd'hui. Mais à moins de on va dire 3 heures de voiture, on se retrouve quand même en Champagne, on se retrouve en Bourgogne. Oui, c'est ça. Et... Voilà, là où on est, tout est bon aussi. Oui. On a un très, très beau paysage. La Moselle, elle est super belle et on a des très bons vignerons. On a commencé à évoquer le vignoble luxembourgeois et j'aimerais qu'on parle, Claire, si vous le voulez bien, de la typicité du terroir luxembourgeois, des cépages emblématiques. Quand on parle du vin luxembourgeois, on parle de quoi ? On parle de quel produit ? Je dirais à l'époque, quand même, les cépages assez traditionnels étaient Elbling et Rivaner, qui ont quand même perdu en réputation, ce qui est dommage parce que ça reste quand même des cépages
Oui, moi, personnellement, je les aime bien, mais ça a quand même perdu en réputation parce que c'était avant les grands-parents qui buvaient ça. Ah oui, c'est des vins blancs. Oui, des vins blancs. Okay. Oui, majoritairement, la Moselle luxembourgeoise, elle fait 90% de vins blancs. C'est vrai que ces dernières années, avec le changement climatique, ça a doucement changé. Les vins rouges, ça augmente, mais on reste quand même un pays de vins blancs, avec des cépages, surtout de la famille bourguignon, dans tout ce qui est pinot blanc, pinot gris, pinot noir, chardonnay, auxerrois. Et à côté, il y a le Riesling qui joue quand même aussi un rôle assez important. Oui, c'est un peu... si vous deviez... choisir, c'est renoncer, mais si vous deviez définir le cépage phare en blanc, ce serait lequel ? Peut-être en termes de vente, ou je ne sais pas, en termes d'impact chez les gens. Quand on pense vin blanc luxembourgeois, moi je pense au Riesling, je vous le dis franchement. Ça c'est déjà très très bien. Il y a des très bons Riesling au Luxembourg, mais je pense qu'actuellement c'est quand même le Pinot Gris qui est le plus vendu ou le plus apprécié. Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais je pense que oui. Le Riesling, moi, je le marie très facilement avec un plat. Le Pinot Gris, on le marie avec quoi ? Qu'est-ce qu'on mange avec un Pinot Gris ? Un Pinot Gris, en fait, ça dépend aussi de la typicité et de la philosophie du vigneron. Comment, en fait, il aime avoir son style de Pinot Gris, mais ça se marie aussi très bien avec des sushis, par exemple, avec de la sauce soya. Donc, on a un peu plus le côté fruité du Pinot Gris qui en fait, harmonise assez bien avec cette cuisine asiatique. Allez, on parle de vin écrémant spécifiquement, de cette marque que les gens, à mon avis, connaissent de nom et aussi peut-être de logo. Mais vous expliquez en gros pour qui vous travaillez. Donc, Vin écrémant Luxembourg, en fait, c'est la marque du Fonds de solidarité viticole. Le Fonds de solidarité viticole, c'est un genre de fédération qui réunit tous les vignerons du Luxembourg et sous quel emblème en fait on se présente ici au Luxembourg, mais aussi à l'étranger, sur les foires professionnelles, internationales. Voilà, c'est sous ce logo où on travaille. Et donc vous positionnez la marque au pays, mais aussi, vous avez dit, à l'étranger. L'étranger, c'est quoi ? C'est principalement les pays limitrophes, on va dans toute l'Europe et où on exporte Asie, États-Unis ? Ça dépend. Nous, Vin écrémant Luxembourg, sur toutes nos actions représentatives ou commerciales, on est assez limité dans les pays limitrophes, donc tout ce qui est Allemagne, Belgique ou France. Là où, par exemple, le Wine Paris, c'est un salon professionnel qui est assez important pour nous, mais pour les vignerons même, c'est sans limite. On a quand même pas mal de l'export, toujours en Belgique. C'est notre pays exportateur numéro 1, mais ça va jusqu'au Canada, jusqu'au Japon, jusqu'aux pays d'Afrique, donc il n'y a pas de limite. Oui, mais c'est bien ça de ne pas avoir de limite, n'est-ce pas ? Alors, je vous avais dit qu'en tout début d'interview, il y allait avoir... je vous avais dit en tout début d'interview qu'il y allait avoir le moment du belgicisme et le moment de la citation que j'ai envie de vous livrer à vous, Claire, et à vous, chers auditeurs, et à Mario aussi, mon cher acolyte qui est là à ma gauche. Merci encore d'être là pour m'épauler. Citation de Charles Baudelaire. « Si le vin disparaissait de la production humaine, il se ferait dans la santé et dans l'intelligence un vide. Une absence plus affreuse que tous les excès dont on le rend coupable. » Donc il faut continuer de boire du vin avec modération. Bien évidemment. Mais surtout qu'ici, on l'a déjà évoqué. Et je m'excuse, je vous ai coupé, je pense que vous vouliez dire quelque chose. Non, aucun souci. C'est vrai que le vin, c'est quand même une boisson, plus qu'on la consomme raisonnablement, plus qu'on apprécie en fait le vin. Et surtout qu'on a la chance, avec votre terroir, d'avoir une diversité de cépages qui est là. On n'est pas sur des monocépages, alors peut-être sur le rouge, ok, mais ça c'est... Mais les blancs sont d'une variété incroyable. Et on n'a pas parlé des vins pétillants encore. Oui, c'est vrai que la diversité dans les produits, dans la gamme, elle est vraiment là. Il y a différents vignerons avec différents styles ou différents besoins avec les différents terroirs dont ils peuvent produire leur vin.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, on faisait souvent les monocépages. Ça, c'est en train de changer un tout petit peu. On fait de l'assemblage et d'aller plutôt vers les cuvées. D'accord, ok. Ouais. Allez. Pas qu'en rouge. On a commencé à parler des vignerons. J'aimerais qu'on parle d'eux, si ça va pour vous. Je pense que vous serez ça va d'accord. très bien, oui. Mais oui, il faut parler des gens, parce que sans vigneron, il n'y a pas de vin. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, un vigneron, ça se définit quand même par différents métiers. C'est pas uniquement travailler la vigne, uniquement travailler la cave. C'est aussi faire du marketing, c'est aussi vendre son vin, faire la livraison, étiqueter, faire plusieurs choix dans l'année pour garantir la qualité. Et c'est... Mais là, Vin et Crémant vient en support logistique, on va dire, pour les vignerons, ou vous insérez comment dans leur vie, on va dire? Donc, ils font partie de Vin et Crémant? C'est ça. Okay. Les vignerons, ils font partie de Vin et Crémant Luxembourg. Et en fait, c'est une genre de fédération, donc il y a aussi des sujets politiques qui sont discutés dans le sein du Fonds de solidarité viticole, mais aussi différentes actions commerciales pour les aider à vendre les vins et créments. Okay. Ouais, on parle un peu de ces créments, parce qu'on a surtout parlé des vins. La proportion entre les vins tranquilles, on les appelle, c'est ça? Oui. Et les vins moins tranquilles, les vins pétillants, les vins effervescents. C'est quoi? C'est 80, 20, je sais pas. L'histoire du crément de Luxembourg a commencé en 91. Donc c'est tout jeune. C'est assez récent. On va fêter les 35 ans l'année prochaine. Mais ça a connu un succès fou. En fait, on a commencé avec un peu plus que 200 000 bouteilles de crément de Luxembourg. Aujourd'hui, on est à 3 millions. Donc, pendant ces années, on a vraiment vu une très, très belle augmentation. Les gens, ils aiment bien les créments et ça me fait content. Mais encore une fois, c'est vrai qu'il y a en termes de qualité, ils n'ont pas à rougir par rapport aux voisins de gauche qu'on ne citera pas. Oui, tout à fait. On parle un petit peu, alors on a évoqué les sushis avec le pinot gris. Mais là, le belgicisme, il arrive. Je n'ai pas trouvé de belgicisme typiquement lié au vin. Peut-être qu'il existe, mais je n'ai pas, en feuilletant mon dictionnaire de belgicisme de Michel Francard, trouvé. Par contre, j'ai trouvé, Claire, est-ce que vous savez en Belgique ce que c'est qu'un stoomp? Non, aucune idée. Alors, le stoomp, ma chère Claire, c'est une purée grossière de pommes de terre et de légumes, surtout des carottes, des poireaux et des choux, mais parfois aussi des épinards et des oignons, qui est aromatisée de thym et de laurier. Intéressant. Ben voilà, je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. Ça s'écrit S-T-O-E-M-P ou S-T-O-U-M-P. Et là, Michel Francard m'a appris quelque chose parce que je ne savais pas. Donc voilà, on peut manger un stoomp en dégustant un magnifique vin du Grand-Duché. On a, j'ai envie de parler des challenges peut-être, parce qu'il doit y en avoir. Là, tout va bien, mais on a quand même un challenge principal quand moi je pense au vin, c'est le réchauffement climatique. Entre autres. Entre autres. Il est déjà impactant? Il est déjà là? Oui, mais là, dans un premier temps, en fait, on en profite bien plus qu'il fait de dégâts. Parce que, c'est vrai que le changement climatique joue dans les cartes des vignerons pour l'instant, sachant que, bien évidemment, ça a aussi des enjeux. En fait, le climat, il est moins stable. Il faut vraiment avoir... la connaissance de comment maîtriser son vignoble selon les différentes années climatiques, parce que à l'époque, on avait en fait, je ne veux pas dire une recette, mais les années, ils se ressemblaient bien plus qu'aujourd'hui. Rien que les 4 dernières années, c'était une année différente à l'autre. Mais quand vous dites que globalement c'est bénéfique, c'est quoi en termes de qualité, en termes de quantité, en termes de justement des années et des millésimes qui vont être qu'on n'a jamais vu avant en termes oui, c'est surtout en termes de qualité en fait, et qui joue sur l'aromatique. Et c'est vrai que ces derniers 5 ans, on a connu des millésimes très très forts.
Les vendanges se sont bien passées à propos, parce qu'elles sont juste derrière nous. Ce sera un bon millésime, cette cuvée 2025. Oui, c'est vrai, on était très très gâtés aussi cette année par la météo. Beau quand il fallait. Oui, voilà. Quand il fallait, il faisait beau, et quand il fallait, il a plu. Donc c'était vraiment une très belle année. Les vignerons, ils sont super contents de ce qu'ils ont pu récolter et ce qui est pour l'instant dans la cave. Mais là, j'ai envie qu'on insère un petit agenda, parce que je vois qu'il y a une fête des vins écréments en automne. C'est ça, oui. La fête des vins écréments, c'est au Glacis, dans la grande tente où il y a aussi l'Artwick. Donc, oui. Donc au Glacis, on ne pourra pas la louper. On voit tout de suite la grande tente. Et là-dedans, en fait, on va regrouper 45 vignerons qui mettent en dégustation leurs vins et leurs créments. Et on pourra bien évidemment faire ses courses pour le repas de Noël, pour les cadeaux de Noël. Magnifique. Je précise juste pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Glacis. C'est un endroit avec là où il y a la Schoberfeuer, oui, de septembre. Donc c'est à Luxembourgville. Donc si vous voulez aller, c'est quand, Claire? La fête des vins écréments, elle a lieu du week-end du 28 au 30 novembre. Donc vous avez encore un peu de temps pour vous préparer, pour boucler ce week-end-là en disant, là, je dois absolument aller goûter des vins luxembourgeois. Où est-ce qu'on vous trouve? Comment est-ce qu'on se familiarise avec vous? Et donc je sais, j'ai un peu potassé. Mais vous avez un site web, vous avez des réseaux sociaux. C'est ça. Oui, sur le site web www.vin-crémant.lu. Là, oui. Il y a aussi l'agenda avec, par exemple, toutes les fêtes de vin en été, parce que là, il y en a dans tous les villages, il y en aura. Et aussi sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, Vin Écréments Luxembourg, on peut trouver pas mal d'informations. On a évoqué les challenges un petit peu plus tôt. On a vu que le réchauffement climatique jusqu'à maintenant est devenu plutôt une opportunité. Mais est-ce qu'il y a des nouvelles tendances, des nouveaux cépages, des choses où vous vous dites en 2025, il faut que Vin Écréments ajuste un petit peu la mire pour cette raison-ci ou cette raison-là? Oui, parlant de challenge et de nouvelles tendances, il faut quand même pas oublier ou mettre de côté que les jeunes, ils aiment boire moins, ou moins d'alcool surtout. Ouais, on n'est plus sur des cocktails ou sur ces choses-là, peut-être. Oui, ou pas d'alcool du tout. En fait, c'est la tendance du healthy lifestyle, être en bonne santé, ne pas boire d'alcool, faire beaucoup de sport, ce qui est bien. On n'est pas en train de dire, les jeunes qui sont en train de nous écouter, que ce n'est pas bien. C'est très bien. Non, pas du tout. Mais c'est un challenge pour Claire. Mais c'est un challenge pour les vignerons. Ce qui a fait, en fait, les mousseux et aussi les vins sans alcool, c'est quand même assez à la mode. Et en fait, c'est une très, très belle alternative. Et outre aussi, la challenge du changement climatique a aussi fait qu'on a quand même planté des nouvelles cépages. Des cépages qui sont résistants automatiquement aux champignons, ce qui fait qu'il faudra moins de pulvérisation, par exemple, ou moins de traitement de vignes. On n'a pas évoqué ça, mais ça me fait penser à la question suivante. La biodynamie, les vins bio, le labourage par des chevaux au lieu que par les machines, c'est aussi des changements que vous voyez dans le vignoble? Oui, parce oui, il y a des vignerons qui travaillent avec des chevaux, par exemple. Mais à mon avis, ça reste quand même un truc très personnel. Si le vigneron il est convaincu de travailler sa vigne comme ça, c'est très bien de le faire, mais de le faire de manière que tout le monde le fait, à mon avis, oui. ça joue déjà dans l'effet dans l'effet opposé. Ah oui. Ce qui fait que, oui, bio, il y en a pas mal de vignerons luxembourgeois qui travaillent de manière bio sans être certifiés. Parce qu'après, la certification, ça demande aussi pas mal de travail administratif. Et comme je vous ai dit avant, un vigneron veut souvent... Il veut être vigneron. Oui. Et il ne veut pas être une personne du bureau. Oui, et ça, je pense que c'est un point commun, à mon avis, tous les vignerons du monde. Oui. On veut être dehors, en gros. Et après, pendant l'hiver, on veut vendre notre vin. Oui, c'est ça. Tout simplement. Et en mangeant un bon stump, peut-être. Claire, j'ai toujours aussi la question en fin d'interview, parce que là, on arrive vraiment. Si c'était à refaire, et j'ai l'impression que la Claire rayonnante que j'ai devant moi, elle le referait. Bon, après, il y a ce contexte familial, et puis il y a les études, et puis il y a le terroir qui était là, donc... Oui, perfect match. Oui, tout à fait.
On vous souhaite donc longue vie et puis vive les vins et créments luxembourgeois. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire, à ajouter, à partager? Oui, de consommer les vins et créments de Luxembourg avec modération, avec des très bonnes amies, avec des très bons moments. Magnifique, merci beaucoup, très bon conseil. Vous avez encore un petit devoir de sortie avant qu'on s'en aille et qu'on se quitte, c'est de choisir la chanson de sortie. Donc c'est vous qui choisissez la chanson, c'est un cadeau pour les auditeurs de votre part. Merci pour le cadeau. Du coup, pour moi, ça sera la chanson de U2, Where the Streets Have No Name, parce que j'ai déjà bu des très très bons vins avec des très bons amis en écoutant cette chanson. Allez, donc ça va vous rappeler des souvenirs et je pense que vous ne serez pas la seule. Merci beaucoup pour ce cadeau. Merci pour ce bon moment, Claire. Merci aussi. C'était un plaisir. Quant à moi, écoutez, vous le savez, puisque je le dis chaque semaine, mais je vais devoir le répéter. Je m'en vais pour mieux renaître tel un phénix de mes cendres la semaine prochaine. Et d'ici là, mes chers auditeurs, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.